sûr, très clairement, il y a 2 mois, qui aurait parié sur un scénario comme celui-là? On en est tous là. Un film serait sorti il y a quelque temps à Hollywood, ça aurait été un très bon film d'anticipation, mais on en est là et on fait tous face à cette crise. Très clairement, un certain état de sidération globalement sur la première partie de la crise. Peut-être l'avez-vous senti. Moi, personnellement, je l'ai vécu un tant soit peu comme ça. Effectivement, le fait directement de plonger de l'activité pleine à l'arrêt le plus complet à la maison. Effectivement, une certaine idée de sidération et de ne savoir que faire. Et finalement, ce qui s'est passé dans la première période, effectivement, c'est pour ceux qui ont déjà subi mes formations, vous reconnaissez l'image, c'est ce fameux cerveau reptilien là, avec lequel on réagit. On est d'accord que si l'homme en est à un tel stade de développement, c'est d'ailleurs parce qu'il est équipé de ce cerveau qui lui permet de réagir vite. Alors, les 3C, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est les 3C? Alors, ce sont des verbes. On va tout de suite commencer pour vous mettre tout de suite dans le feu de l'action et pour vous tester le module conversé. Il y a 3 types de réactions. Là, notre cerveau reptilien, il a 3 types de réactions. Quelles sont-elles? Prenez en main le module conversé. Écrivez-moi des verbes d'action. Qu'est-ce qui fait le cerveau reptilien face à un danger? Alors, on est équipé comme ça. Vous pouvez répondre, mais pendant ce temps-là, je vais aussi en échanger avec vous. On est équipé comme ça, et c'est ça qui nous fait survivre. Sur les réflexes. Exactement. Le premier, effectivement, ça va être combattre. Tout à fait. Donc, c'est la bataille. Donc, effectivement, on va se battre. Je pense que clairement, on est arrivé, pour beaucoup d'entre nous, à se battre à la survie de nos entreprises, de maintenir des jobs. Voilà, on en est là. Quoi d'autre? Il en manque 2 quand même. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Alors, coopérer. Ah non, le cerveau, c'est comprendre. Non, ça, c'est trop intelligent, ça. C'est super. C'est super. Ah oui, la fuite, c'est-à-dire courir. Bien joué, Pascal. Se Exactement. casser, se casser. Exactement. Courir, se casser. Se casser, ça marche aussi. Très bien. Il en manque un. C'est peut-être celui qui nous a frappé, je ne vais pas trop vous faire chercher, c'est celui qui nous a un tant soit peu frappé au démarrage de ces crises, c'est être congelé, la congélation, congelé, ne pas bouger et ne pas bouger. Mais là, effectivement, il n'y a plus le choix, il faut aller de l'avant. Donc ça, c'est ce qui se passe quand notre cerveau reptilien prend le contrôle. Et voilà ce que ça donne si à ce moment-là, on prend un être humain lambda dans des situations délicates, on fait une radiographie. Bon là, il s'agit d'Homer Simpson, donc effectivement, aucun lien bien sûr avec vous, mais effectivement, notre cerveau est rapetisse. On n'arrive plus à être intelligent dans ces moments-là. C'est pas dans les moments de stress intense dans lesquels on se met à réfléchir, on a toutes nos capacités. C'est pas vraiment ce qui se passe. Donc effectivement, dans cette situation-là, c'est des situations de réflexe, et le réflexe, on ne contrôle pas. Et une fois de plus, d'ailleurs, c'est salvateur. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est de pouvoir se réagir derrière. Et alors, effectivement, globalement, ça a généré tout un tas de comportements que vous-même, vous êtes en mesure de voir en tant que dirigeant, en tant que manager, DRH. Qu'est-ce qui se passe dans une situation de crise personnelle? En gros, il y a 4 comportements. Le premier, ça va réduire les dépenses superflues. Il faut être très clair que là, dépenser pour dépenser, ça ne va plus vraiment être la tendance. Et très clairement, vous en êtes tous là et vous pourrez partager dans le chat aussi des réactions que je pourrais lire ensemble. Très clairement, bien sûr, réduire les dépenses superflues, c'est dans la tête de tous les acheteurs. Quand je dis acheteur, que ce soit du dirigeant jusqu'à celui qui est en position d'achat, d'acheter quelque chose, bien sûr. Donc clairement, il va y avoir la recherche à réduire des dépenses superflues. Peut-être déjà l'avez-vous vu dans vos activités. Et tous, en tant que prestataires, sous-traitants, vous avez sans doute été déjà face à des clients qui vont dire « Ok, il y a des dépenses de confort qu'on va supprimer ». Le 2,
On va avoir une réduction des dépenses courantes. Donc, cherchons d'arriver à faire des économies. Alors, selon ce que vous vendez, de toute façon, vous aurez des arguments, hein, d'ailleurs, pour avancer là-dessus. Donc, réduire le montant des dépenses courantes. La plupart des chefs d'entreprise, des organisations sont en train de chercher des économies. Et donc, du coup, clairement, d'ailleurs, tous autant que nous sommes, il va y avoir une recherche là-dessus de réduire les dépenses courantes et faire diminuer la facture. Le troisième comportement assez classique dans des périodes comme celle-là, des périodes de crise et de tourmente, c'est de réduire les risques. Alors, les risques, ça peut être à plusieurs égards. Alors, il y a quelqu'un qui a mis son micro, je veux bien qu'il le coupe parce que je ne peux pas contrôler tout le monde. C'est le direct, hein, c'est comme ça. Réduire les risques, c'est pour un dirigeant, pour un client, supprimer certains problèmes qu'il va pouvoir avoir. Donc, réduire les risques, ça peut être si on a un dirigeant, qu'on a une équipe, réduire les risques de démission, réduire les risques de démotivation, réduire tout simplement les risques de santé. Voilà, c'est sans doute le premier, mais il va y en avoir plein d'autres. Réduire les risques d'avoir par exemple, avoir des fournisseurs solide, ça pourrait être aussi réduire un risque, avoir un fournisseur qui est fiable, avoir un fournisseur qui est en France et qui va pouvoir vous fournir en temps en heure, avoir un fournisseur qui a les reins solides, avoir un fournisseur, voilà, hein, etc., etc. Mettez ce que vous voulez derrière. De toute façon, tout acheteur potentiel va avoir besoin de réduire certains risques, hein, ou tout donneur d'ordre potentiel. Eh bien, effectivement, il faudra trouver pour votre produit où est-ce que vous pouvez aller chercher et vous pouvez les réduire des risques. Quel avantage il y aura pour votre client à réduire les risques et en travaillant avec vous. Et puis le quatrième, alors, il y a un côté d'instinct grégaire auquel on fait tous face, hein, c'est faire comme les autres. Donc très clairement, on se tient tous par la barbichette. Et clairement, on espère que les grands groupes ne seront pas les premiers à tout congeler et à avoir des mots d'ordre drastiques. Hein. J'entends parfois des histoires, et peut-être que vous pourrez en partager, sur des décisions très très difficiles, des suppressions de factures, de lignes, etc., de demandes de réduction. Faire comme les autres, il y a un instinct vraiment grégaire qui nous menace tous. Et effectivement, pour l'illustrer, effectivement, je pense que j'ai pris une photo dans un rayon à Dinan il y a quelques temps dans un supermarché. Bon, ben voilà. On se demande quand à un moment donné, quelqu'un fait quelque chose ou que plusieurs personnes font quelque chose, on se dit, ah bah, peut-être qu'il sait quelque chose que moi je ne sais pas. Alors je vais faire comme lui, au cas où. Oui. Voilà. Donc les 4 comportements, je vous les résume ici. Réduire le superflu. Est-ce que je peux faire sans? Donc clairement, vous allez être challengé là-dessus, quel que soit le service que vous vendiez. Réduire le montant des dépenses courantes, serrer la vis sur les dépenses qui est à l'heure actuelle. Anticiper des problèmes et donc réduire les risques sur tout un tas de choses, mais ça dépend une fois de plus de ce que vous proposez. Il peut y avoir des risques à travailler avec tel fournisseur. Il faudra réfléchir à ça. C'est aussi ce que je vous amène, donc de penser dans cette réduction des risques tel que votre acheteur est câblé. Vous allez voir, là, le lien est assez évident avec le slide d'après. Et puis, attention, effectivement, il y a un effet de mimétisme. Hein. Si les gens, s'ils le font, ils doivent bien avoir une bonne raison de le faire. Donc, il va y avoir on va beaucoup se copier. Donc, l'idée, c'est forcément d'arriver à être attentif à ça. Et alors, bien sûr, le scoop, vous l'aurez compris, si les humains sont comme ça, eh bien, les clients sont aussi comme ça. Et très clairement, les clients vont penser comme ça, sur ces 4 grands piliers. Si vous voulez réagir, pas de problème, hein, c'est interactif. Hein. Si vous voulez partager quelque chose maintenant ou plus tard, vous pouvez garder l'idée dans le chat une fois de plus, ou si vous voulez réagir au micro. Si déjà vous avez vu des choses se passer et déjà vous sentez des choses qui arrivent et sur lesquelles vous êtes déjà mis un peu aux clients, vous ont déjà pointé du doigt sur ces sujets-là. Alors maintenant, c'est bien gentil. La question, c'est: ok, Olivier, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je fais quoi maintenant? Alors, 8 choses à faire immédiatement. 8 choses à faire immédiatement. Il va falloir évaluer votre message. Alors, je vais vous faire une liste, hein, effectivement. Évaluer votre message. Augmenter l'impact de votre message. Alors, simplifier la vie du prospect. Jouer sur l'émotion.
faire preuve de réelle empathie, préparer toutes les réponses à toutes les objections possibles. Alors ça je vais descendre dans le détail à chaque fois, vous allez voir. Donc, je vais vous parler des messages que vous passez à vos clients, de la portée de ces derniers, je vais vous parler du processus d'achat, je vais vous parler de l'émotion dans la vente. C'est un sujet. Alors Didier demande si je fournirai la présentation. Oui, je vous fournirai la présentation et bien sûr, je vous fournirai le replay derrière parce que vous êtes tous mes clients dans la salle. Et vous méritez ça maintenant, que je vous aide aussi à travailler sur certains aspects. Le cinquième, ce sera faire preuve de réelle empathie, et là, vous savez de quel sujet je vais vous parler peut-être. Préparer toutes les réponses à toutes les objections possibles, alors ça va être fondamental. Je vais vous faire un piqûre de rappel là-dessus, et surtout forcément, celles qui vont venir avec les préoccupations de vos clients, qui sont celles que je vous ai exposées juste avant. Ensuite, je vous partagerai en 7 le secret numéro 1 et en 8 le secret numéro 2. Alors ça, c'est un petit astuce marketing, c'est pour que vous restiez jusqu'au bout, vous aurez compris. Mais encore en plus, je vais aller plus loin, il y aura un bonus surprise 1 et un bonus surprise 2. Rien ne m'arrête pour vous satisfaire. C'est mon objectif premier. Ça, c'est du Pascal qui a réagi, je te reconnais. Ok, alors évaluez votre message. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Il va falloir que vous vérifiez que les messages que vous portiez vers vos clients, qu'ils soient sur votre site web, sur votre email, sur vos newsletters, sur votre profil LinkedIn, sur vos messages téléphoniques, sur vos présentations PowerPoint ou dans vos conversations, sont ceux qui collent avec l'état d'esprit de votre acheteur. Voilà. Ça va demander clairement une remise à jour de ce que vous dites. J'ai déjà mis mon profil LinkedIn à jour, il ne parle pas de la même chose qu'il y a un mois. Je prends mon exemple, il y a un mois, j'écrivais comment arriver à faire grossir votre chiffre d'affaires. Très clairement, là, on va plutôt dans le combat et la défense des marges, la défense des prix, la croissance. Je pense qu'il va falloir, selon les secteurs, il y a des secteurs qui sont en pleine santé, mais clairement, il va y avoir le message n'est plus tout à fait le même. Donc, il va falloir travailler votre message, que ce qui marchait avant ne marchera plus forcément. Puis, je partage quand même quelque chose que j'ai envie de vous dire, et peut-être vraiment dans ces temps, c'est vraiment fondamental. La qualité des accroches que je croise dans les équipes commerciales est en règle générale affligeante. En règle générale, je vous demande de faire, si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice. Alors, certaines personnes dans cette salle, on s'est vu il n'y a pas longtemps, on a comparé les messages des commerciaux sur une équipe entière et les messages étaient tous différents. Alors, il y en avait qui avaient bien compris, qui avaient intégré leur message, on avait déjà formé les équipes, et donc il y a eu des modifications sensibles, et il y en a qui n'ont jamais pris la modification. Là, ça va redemander du travail, il va falloir vérifier. Demandez-leur vraiment ce qu'ils racontent à un client, ne serait-ce que par email. Il faudra checker les mails. Et bien sûr, quand au début d'une conversation, moi, je parle du pitch, de la conversation, de la présentation qui tient en 10 secondes ou en 15 secondes. Bien sûr, qu'est-ce qui est dit? En général, c'est pas génial, donc je vous demande vraiment de faire attention là-dessus. Et puis, bien sûr, sur le message, il va falloir, les clients, vous l'aurez compris, ils ont envie de supprimer le superflu. Donc, il va falloir faire passer du nice to have, c'est-à-dire c'est bien de l'avoir, au must have, je dois l'avoir. Et je vous partage une partie des données OMG. Objective Management Group, c'est l'outil dont je m'en sers pour ceux qui ne le connaissent pas, pour évaluer les compétences des équipes commerciales. Et là, c'est un échantillon sur 1000 commerciaux. Et là, je vous ai mis 3 camemberts. Alors, le premier, avec le chiffre de 84%, 84% des commerciaux sur 1840 vont trouver un problème business. Donc, là, ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que seuls 33% continuent de poser des questions pour comprendre si c'est vraiment impératif. C'est-à-dire qu'il y a une discussion qui se passe, mais ça ne descend pas assez profond. Pourquoi c'est important de le faire? À quel point c'est important de le faire? Combien ça vous a coûté
Combien ça vous a coûté de ne pas le faire dans le passé? Combien de temps pouvez encore vous permettre de ne pas le faire? Combien vous allez encore perdre dans les mois à venir à ne pas faire ci ou ça? Vous voyez, c'est cette conversation-là que vos commerciaux doivent avoir. Parce qu'effectivement, le troisième charte, c'est que seulement 12% des clients sont amenés jusque-là, sur ces 1000 conversations. Donc ça, c'est fondamental d'arriver à travailler ça. Et bien sûr, je vous donnerai quelques pistes un peu après pour arriver jusque-là, même si effectivement, vous savez, dans les formations que j'ai faites, que c'est le message que je passe tout le temps, c'est la question d'après. La question qui soulève un problème, et ensuite la question qui va suivre pour dire mais combien coûte le problème? Et tant qu'on n'a pas de données chiffrées ou on n'a pas une information importante, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une directrice commerciale, très intéressant. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? Je lui dis mais je vais y laisser ma santé. Bon, effectivement, quand on parle de là, effectivement, je pense qu'il y a moyen d'investir. Donc c'est des discussions qu'il va falloir avoir. 2, augmenter la portée du message. Donc forcément, comment pouvez-vous aider? Alors bien sûr, là, vous connaissez ma marotte, arrêtez de parler de vos solutions avec votre verbiage. Les clients ne s'intéressent pas à vos solutions, ils ne s'intéressent qu'à leur réponse dans le chat. Les clients ne s'intéressent qu'à leur, il faut finir ma phrase, qui sera le premier, il faut prendre le module conversé. Qu'à leur gueule, ouais, voilà, qu'à leur problème, qu'à leur fesses, oui, mais oui, alors derrière, tout, on est nickel, vous êtes en pleine forme, voilà, c'est très bien. Donc, il s'intéresse qu'à eux. Effectivement, commencez à parler des problèmes de vos clients, et donc les commerciaux doivent parler de ça, et pas d'autant plus en ce moment où il faut faire preuve quand même de beaucoup d'empathie, c'est ça les clients dont ils ont envie de parler. Voilà. Et donc, il va falloir travailler, il faudra aussi, alors j'ai inversé une petite puce, on a un petit problème d'affichage, mais il va falloir trouver les problèmes en haut de la liste chez les clients. À un instant T, un client, il a plusieurs problèmes. Il va falloir trouver ceux qui sont en haut de la liste. En tout cas, il va falloir lui faire prendre, ou mieux que ça, lui faire prendre conscience que le problème que vous pouvez résoudre pour lui, votre client, il est en haut de sa liste parce qu'il y a un impact business important en santé ou pour l'avenir, enfin, etc., etc. Donc, il va falloir travailler sur votre message, pour l'augmenter sa portée, sur la suppression du superflu, pour voir si ça passe bien cette grille-là, comment vous contribuez à la réduction des dépenses. Le troisième, vous le savez, c'est la réduction des risques. Ça peut être sous un tas d'aspects. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la salle, par exemple, voilà, vous vendez des choses très différentes les uns des autres, mais très clairement, par exemple, vous êtes des sociétés solides, de pouvoir, et vous fournissez, imaginons, vous fabriquez en France, voilà, forcément, ça va être intéressant plutôt que face à un concurrent qui fabrique une saison avec les délais d'approvisionnement, etc., etc., etc. Et forcément, il va falloir aussi travailler sur un côté mimétisme positif. C'est-à-dire que arriver en réunion avec des messages négatifs, voilà, les épaules basses, etc., ça va pas, oui, ah bah non, ça va pas, bon bah ça va pas attirer le côté positif. Donc un mimétisme positif, ça va plutôt être de parler des clients qui sont en train de bosser avec vous, qui font des projets, ayez des belles histoires à raconter qui parlent de ça, parce qu'effectivement, si c'est pour se dire que tout va mal, effectivement, ça va aller mal, carrément. Voilà, sur le côté augmenter la portée de votre message. Alors, le troisième aspect, c'est le côté c'est faire simple. Alors, tous autant que nous sommes, nous avons déjà réservé un restaurant, on va aller voir sur TripAdvisor ou un hôtel, peu importe, ou Airbnb, un séjour. Et ce qu'on aime, c'est ne pas avoir de surprise. On veut savoir à quoi ça ressemble, on veut les avis des autres. Eh bien, il va falloir simplifier dans le B2B, qui est votre business, je pense quasiment tous autant que vous êtes autour de la table. Dans le B2B, il faut simplifier tout ça et éviter aux clients de se faire des nœuds au cerveau, de savoir comment ça va se passer. Donc, il va falloir rendre la décision facile en donnant le max d'informations possible. Donc, soyez clair sur le résultat attendu, sur ce qui va se passer.
Il faut donner de l'information. Je partage avec vous que en 2017, c'est une enquête qui a été faite par Gartner sur un certain nombre d'acheteurs, en fait, hein, des décideurs qui avaient des achats à faire en mode B2B. En fait, 61% du temps était consacré à de la réflexion interne, en fait, hein, sur un processus d'achat lambda. Et les 40% restants, globalement les 39%, c'était consacré à donc, en fait, pour l'autre moitié, 20% à voir des fournisseurs et vous et vos concurrents, 20% à travailler avec le groupe interne et 60% à faire d'autres recherches, des travaux, demander des consultants, regarder ce qui passait, interroger des fournisseurs, enfin d'autres références, etc., réfléchir, aller sur des salons, lire des revues, peu importe. Et donc, vous voyez que tout ce temps-là, ben, si vous pouvez essayer de travailler à fournir tout ça avant plutôt que de laisser votre client tout seul avec ça. Donc, il faut lui donner de l'information pour qu'il ait tous les cartes en main. Et alors, d'autant plus que ça va être encore plus prégnant, encore plus fort, parce que en plus, les clients, ils sont plus chez eux. Et on sait que pendant des mois, parce qu'on sait très bien tous autour de la table, tant que les enfants n'iront pas à l'école, eh bien, en fait, on va être embêté parce qu'il faudra quand même bien quelqu'un pour les garder. Il y aura plein de gens qui seront embêtés, qui vont devoir être chez eux. Et donc, il y aura moins de réunions. Donc, vous voyez, le temps va décroître. Alors, on peut le voir comme une contrainte, une opportunité, peu importe. Toujours est-il, je préfère le voir comme une opportunité. Donc, donner, préparer de la formation, mâcher le travail à votre acheteur pour simplifier, pour être transparent. Bien, très clairement, ça viendrait aller dans un restaurant, c'est aller voir les avis. Eh bien, ben voilà, il va falloir communiquer un peu plus là-dessus, sur en quoi les clients sont contents de vous. Mais attention, et là je vous donne une idée un petit peu retors, qui change un peu de l'ordinaire. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des avis des clients toujours contents? Voilà. On sait que la vie, c'est pas simple. Il y a toujours des petites complications, il y a toujours un petit grain de sable. Ben alors partageons. Est-ce qu'on aimerait mieux savoir, voilà, un client qui a eu à un moment donné un souci et qu'on a su démerder? Ou est-ce que c'est toujours la vie en rose? Moi, je pense qu'on ne vit pas au monde des bisounours. On a tous eu un moment une difficulté dans un projet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous avez réagi à ça, par rapport à ça, et comment finalement ça a bien atterri, ou comment on a trouvé des solutions. Voilà. La réaction vaut pour ça. Donc sur la transparence, ce qui compte, forcément, c'est la transparence sur le pricing. S'il faut travailler sur le prix, et on sait qu'on va avoir besoin de cash, tous tant que nous sommes, on a besoin de cash, ben voilà, sur le pricing, il va falloir être clair sur le prix. Il peut y avoir une diminution, mais il y a un volume, un délai de paiement, une durée d'engagement et un timing pour signer. Voilà. Il va falloir être transparent sur tout ça avec le client. Il puisse choisir en tout état de cause, mais en tout cas, il aura quelque chose en échange. Il aura peut-être un prix un peu moindre, parce que forcément, on lui demande de réduire les dépenses. D'accord, ok, mais par contre, en échange, vous devez avoir quelque chose en échange. Et pas les 4 en même temps si possible, ou les 4 en même temps, beaucoup de volume, vite payé, avec une durée d'engagement longue et une décision rapide. Oui, ce serait top. Voilà, et puis les contrats, va peut-être falloir aussi, je vous laisse l'idée de réfléchir sur le fait que les contrats, plus ils sont simples, mieux on se porte. C'est parce que là, on n'a pas le temps d'attendre des validations X juridiques, etc., etc. Bon, alors bien sûr, pour les gros clients, et eux, ils ont peut-être encore le temps, mais vous, qui êtes des PME, globalement, dans la salle, vous n'avez pas le temps d'attendre après ça. Donc, simplifier la vie de vos clients avec des contrats, des modules, la signature électronique. Il va falloir que ça aille vite, quoi. Je pense qu'on est d'accord. Les contrats papier, je pense que là, c'est derrière nous. Voilà. Donc, il faut trouver les outils qui vont bien. Et si vous voulez, je peux même vous en donner. Certains d'entre vous ont déjà signé des contrats électroniques avec moi. Ça marche comme sur des roulettes. Et on évite tout un tas de papier. Et surtout, on évite des impressions, ce qui est toujours compliqué. Et puis, soyez clairs sur vos références, mais ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, 3, simplifiez la charge chez vos clients. Réfléchissez à ça pour lui rendre la vie facile dans sa décision. Alors, le 4, c'est jouer sur l'émotion. Et pourquoi je vous parle de ça? Toutes les recherches convergent maintenant pour dire que les décisions se prennent d'abord sur les émotions et se justifient ensuite par la raison. Je vous enverrai a posteriori une vidéo que j'ai peut-être montrée à certains d'entre vous de 2 chercheurs qui ont travaillé à l'INSERM sur la prise de décision. Et effectivement, il y a clairement prouvé
dans les recherches, hein, c'est fait par IRM, que les zones d'activation là-haut là, de l'émotion, c'est celles qui vont travailler très vite, hein, avec l'acheteur, enfin dans notre décision. Donc chez l'acheteur aussi, quand il va faire travailler son émotion. Et l'émotion, hein, c'est pas simplement la surface, hein, du contact, hein, bien sûr, c'est l'émotion de savoir que d'aller chercher, mais qu'est-ce que je vais apporter à mon client de valeur, comment il va se sentir mieux, quel problème je vais résoudre qui va lui rendre la vie plus facile. Ça va être ces décisions-là, ces discussions-là qu'il va falloir avoir. Et puis comme je l'ai fait un peu tout à l'heure, la confiance attire la confiance. Et donc, il faut arriver avec un moral confiant parce qu'effectivement, sinon, voilà, on va être sur le down, on va être sur la pente descendante. Donc effectivement, il va falloir travailler là-dessus avec les équipes, avec vos équipes, pour que la confiance soit au rendez-vous et qu'elles prennent, voilà, qu'elles arrivent en rendez-vous déjà gonflées. Après, je vous parlerai à la fin du bonus, parce que les rendez-vous, ça, c'est un sujet avec lequel on va pouvoir discuter. Et puis, travailler sur l'émotion, ça veut aussi dire travailler sur les histoires que vous racontez. Il va falloir être prudent sur les datas, les faits, c'est bien, hein, vous savez très bien qu'il en faut, parce qu'il y a certains de vos clients, chacun est comme il est, les gens qui sont plus câblés faits plus qu'autre chose, mais il faut s'il faut des faits et des preuves, il faut également des belles histoires, des belles histoires de clients que vous avez réussi à vous aider à développer, les clients que vous avez sauvés, les clients que vous avez aidé à grandir, les clients que vous avez sortis de la panade. Ça, il faut travailler sur ces belles histoires, hein, qui vont au-delà de la fiche référence, mais qui sont des histoires des gens avec lesquels vous avez travaillé et qui, grâce à vous, ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Et parce que des problèmes, vous en résolvez plein. Ça, c'est très clair. Donc, travailler sur l'émotion et bien être conscient qu'il n'y a pas que la raison qui va justifier l'achat, mais bien sûr, l'émotion viendra presque en premier. 5. Alors, faire preuve d'empathie. Alors, bien sûr, là, petit quiz, d'après vous, comment on s'intéresse sincèrement et honnêtement à ses clients et à ses prospects dans le but de les aider? On fait quoi? Les commerciaux doivent faire quoi? Allez, dans le chat, j'attends vos réponses. Voilà, Yvan, voilà, Frédéric, parfait. On pose des questions, voilà. Alors, si on est manager, on pose des questions à ses collaborateurs dans le but de les aider, hein. Là, ça peut tout à fait des questions de management. La vente consultative, merci Laurent, effectivement. Posez des questions. Alors, à vos commerciaux, pour les aider à prendre conscience de la situation. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait ça? Imaginons que vous soyez dans un rendez-vous avec un commercial, vous sortez et vous faites un débriefing. Qu'est-ce que tu as remarqué quand il s'est passé telle chose? D'après toi, pourquoi le client il a dit ça? Pourquoi il a réagi comme ça? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que tu penses que la prochaine fois tu essaieras de faire et qu'est-ce qui ferait, comment tu veux être sûr qu'on y arrive? Alors, si on a une conversation comme ça, avec vos commerciaux, vous aurez des réponses intéressantes. Mais ça marche pareil avec les clients. Il va falloir sortir arme lourde des questions. Et les questions, je les préfère comment, d'après vous? Dans le chat. Je les préfère quand elles sont merci Frédéric. Je vois que vous êtes au top, effectivement. Vous êtes déjà au top. Vous êtes les questions ouvertes, effectivement. Pour s'intéresser sincèrement, honnêtement aux clients, mais il faut leur poser des questions ouvertes et effectivement dans le but de les aider. Monsieur le client, dans la situation actuelle, comment pensez-vous qu'on puisse vous aider à faire tel truc par rapport au sujet que vous vendez? Qu'est-ce que vous avez, comment ça se passe? Et en dehors de tout événement, en dehors de crise, mais quel est le sujet que vous auriez aimé résoudre ou que vous savez qu'il faut que vous résolviez d'ici 12 mois? Il va falloir sortir la vraie discussion. C'est très clair que là, les présentations, les catalogues, les plaquettes, il faut que ça reste bien rangé au fond du cartable pour commencer à avoir des discussions, pour s'intéresser aux gens que vous allez visiter, que ce soit virtuellement, alors c'est encore pire virtuellement, ou que ce soit physiquement, mais là pour l'instant on n'y est pas encore tout à fait au physique. Donc clairement, l'empathie va d'abord passer par là. Donc les équipes et vos équipes doivent travailler
sur cette recherche d'empathie par le questionnement. Et vraiment, le dernier mot est important dans le but de les aider. La dernière ligne est importante dans le but de les aider. Si vos commerciaux ont ça en tête, ça se sentira face aux clients. Et là, je fais un silence pour que ça infuse bien. Vous savez que j'aime bien le silence. 6. Alors, avant d'aller au 6, je vous avais mis une petite slide avec OMG. Vous voyez, ça, c'est sur les meilleurs commerciaux, sur la base Objective Management Group. C'est le top 5%, ils sont en vert là. C'est la vente consultative qu'ils maîtrisent. Et encore de façon toute relative déjà, parfois. Donc clairement, il va falloir aller chercher ça. Ceux qui sont les moins expérimentés, les jeunes, alors là, les très jeunes, les moins de 2 ans d'expérience, ils ne savent pas faire. Vous avez des commerciaux jeunes dans vos équipes, ils ne savent pas faire. Et plus de 10 ans d'expérience, il n'y en a qu'un sur 5 qui sait le faire. Donc très clairement, il va falloir travailler là-dessus. Et bien sûr, je vais vous donner quelques idées. Le 6, les objections. Bon, c'est pas la peine de compter sur vos talents, les talents d'improvisation de vos équipes pour arriver à traiter les objections. Ça va pas être possible. Les objections vont être en masse sur le prix, sur la situation. Ça va être la tarte à la crème. C'est du pain béni pour arriver à se débarrasser. Des commerciaux, ça va être génial. C'est vraiment top. Et donc là, c'est en direct. Donc forcément, mon bureau, j'ai un collègue de bureau, il a 9 ans. Vous l'avez peut-être vu en vidéo. Parfois, il vient dans mon bureau et puis il vient piquer mes affaires. Voilà, ça, c'est mon nouveau collègue dans l'open space. Il est un petit peu intrusif. Voilà. Mais bon, ça y est, il est reparti. Enfin, il m'aide aussi à faire des vidéos. Je vous enverrai si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai faite avec mon fiston. Donc, les objections, eh bien, effectivement, il ne faut pas compter sur l'improvisation pour les traiter. Et très clairement, je vous invite à clairement y réfléchir avant. Il faut tout préparer. Et qu'est-ce qu'il faut préparer de façon claire? Il faut il faut pas traiter l'objection par les faits. On ne peut pas traiter l'objection par le fait brut. Le client, il pense quelque chose. Le commercial se montre quelque chose, c'est sa croyance. Voilà. Si on arrive avec des faits, etc., boum, collision, ça ne marche pas. Confrontation, qui c'est qui va gagner? Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas traiter les objections par les faits dans un premier temps. La première des choses à faire quand une objection se présente, rien ne peut être traité sans ça, c'est de faire diminuer le niveau de résistance. Imaginons, là, tiens, si quelqu'un veut ouvrir son micro, on peut prendre une objection, n'importe laquelle, peu importe, vous me dites celle à laquelle vous faites face en ce moment, ou celle qui vous embête tout le temps, peu importe, quelqu'un peut ouvrir son micro, vous pouvez me l'écrire, on va faire à la volée. Mes clients n'ont plus d'argent, ils passent plus de commandes. Alors, qui est-ce qui parle? Frédéric. Ok, Frédéric. Donc Frédéric, tes commerciaux vendent des solutions de coupe du bois et de travail du bois donc à des menuisiers. C'est ça. Et donc en ce moment, qu'est-ce qu'ils font les commerciaux? Ils appellent? Les commerciaux, ils sont quand même au chômage technique, donc on peut bien leur demander de trop appeler, mais je sais qu'ils le font quand même. On essaie de faire des messages subliminaux. Donc ils appellent les clients pour savoir où ils en sont. Et bon, déjà, ils n'arrivent pas à voir nos clients n'arrivent pas à voir leurs propres clients parce que à cause du confinement, ils ont peur de les voir. Donc rien que pour livrer ce qui est préparé, ils n'y arrivent pas. Et puis pour prendre d'autres commandes, les clients, nos clients ont autre chose à penser qu'avoir des besoins de changer un meuble ou de changer un escalier, etc. Très clairement, c'est vrai que là, on sait que c'est difficile. Alors bon, on va imaginer une situation où en fait les commerciaux, où ça se débloque un peu. On peut essayer de se projeter peut-être mi-mai ou bon. Donc effectivement, on imagine une objection du type. Alors, ce serait quoi l'objection? J'ai plus du tout de caisse ou j'ai plus d'argent. J'ai pas de carnet de commande. J'ai pas de carnet de commande.
Ben, je me doute bien, monsieur le client, que les temps sont difficiles et que dans la période, ben, vous avez vécu les mêmes situations que la plupart de vos collègues qui ont vu leur carnet baisser. Mais avant la crise, qu'est-ce que vous aviez envisagé ou quel sujet sur lequel vous réfléchissiez sur vos équipements? Ben oui, c'est vrai que je pensais à équiper c'est technique, hein, ma 4 faces d'un outil moins bruyant parce que c'est vrai que mes ouvriers se plaignaient, mais j'ai pas le temps de trop d'y réfléchir, j'avais pas le temps, trop le temps d'y réfléchir. Ben, enfin, là, tu es gentil avec moi, Frédéric, parce que du coup, alors, essaye d'être plus dur, allez, sois plus dur. Mais tu vois, Euh, l'idée, ce serait ça, d'avoir. Je me doute bien, de toute façon, je me doute bien qu'effectivement, le niveau de trésorerie est délicat. Tous mes clients font face à des situations délicates. Bah, nous-mêmes, bien sûr, on est votre fournisseur, bah, on travaille, bien sûr, notre trésorerie, on y fait attention et on travaille là-dessus pour être un fournisseur fiable et qui va vous accompagner dans la durée, comme on l'a fait depuis des années. Mais avant qu'on se voit, avant la crise, quel était votre sujet numéro un sur lequel, par exemple, on imagine que tes commerciaux, Frédéric, font des tournées et arrivent dans une situation où ils savent à peu près où mettre le nez, hein, en fait. Hein. Donc, il va falloir il va falloir travailler comme ça. Alors, je n'ai pas dit que ça allait donner des solutions, ça va marcher à tous les coups. Hein. C'est une évidence. Hein. Ça ne va pas marcher à tous les coups. Après, ben, tout ce qui est facilité de paiement, etc., je pense que forcément, j'imagine bien que les financements, j'imagine bien que vous y travaillez. ouais, ouais, tout à fait, on a adossé un organisme pour ça. Ben ouais, voilà, effectivement. Mais en tout cas, toutes les autres choses, c'est qu'il n'est pas question d'avoir une conversation avec un client qui a une objection si vous ne faites pas diminuer le niveau de résistance. On peut en refaire des exemples tout à l'heure si vous voulez. C'est bon, Frédéric, du coup? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et zut, pourquoi ça ne marche pas ça? Ah bah si, parce que du coup, j'avais caché. Ben, vous savez hein, je reviens à mon petit lézard hein, c'est le cerveau reptilien. Les objections à l'heure actuelle sont les batailles que mènent les commerciaux. Alors, vous voyez, par rapport à l'homme préhistorique, c'est quand même vachement moins dangereux. Mais toujours est-il qu'il y a trois modes, soit combattre, soit être congelé, tétanisé, ou soit fuir. Non, mais ça, c'est pas possible. En fait, l'idée, c'est de reprendre le contrôle et d'être en pleine conscience, de trouver une pirouette. Voilà. On imagine, ben, je me doute bien que c'est difficile en ce moment. Ben voilà, la situation est délicate. Ben, effectivement, ben, j'étais chez votre confrère, mais on a trouvé des solutions intéressantes parce qu'il a le même problème que vous. On a réussi à diminuer sa facture de tant de pourcents, ou alors il a pu faire plus de meubles avec le même outil parce que on a fait ci ou ça. Et donc, justement, il avait un ouvrier en moins. J'en sais rien de l'histoire qu'il faut raconter là-dessus. Et qu'est-ce que ça changerait si je vous proposais cette solution-là? Donc, je prends ton exemple, Frédéric. Effectivement, très vite de remettre la discussion avec une question. Donc, vos équipes, vous devez écrire ça, travailler ça, et tout le monde doit le connaître par cœur. Point. Il n'y a pas de sujet. Et bien sûr, et tout le monde s'attend à ça, le secret numéro un, c'est qu'il n'y a pas le choix, mais vous vous doutiez que j'allais vous montrer ça. Dans les situations dans lesquelles on est, il faut absolument mettre en place de l'entraînement, s'entraîner. J'arrête pas de le répéter. L'entraînement, c'est pas en match face au client. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et je vais un peu déflorer le bonus que je vais vous proposer tout à l'heure. Je vais même aller plus loin. Dans les mois qui viennent, pour beaucoup d'entre vous, il n'y aura pas de rendez-vous physique. Et donc, ce sera soit au téléphone, soit en webconférence. Et donc, le téléphone, eh bien, il va falloir s'entraîner pour qu'ils aient des conversations au téléphone qui vont bien. Et c'est votre rôle de dirigeant d'exiger que vos managers fassent ça. Et vous, managers qui êtes dans la salle, c'est votre boulot de faire des sessions d'entraînement et d'initier le mouvement. Il n'y a pas le choix. Et j'ai même envie de vous dire, ça c'est au téléphone, mais ça vaut encore plus en webconférence. En webconférence, tous les défauts d'un rendez-vous vont être exagérés. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai travaillé le fond qui est derrière moi.
L'éclairage est OK. C'est pas le bazar derrière. J'ai mis une chemise. Je ne suis pas en caleçon et j'ai même des chaussures. Je suis avec vous, pleinement avec vous, et tous les commerciaux qui vont devoir avoir des rendez-vous virtuels vont devoir être dans cette position-là. La discussion en webconférence avec des clients, et ça va arriver. Effectivement, Nicolas, et tu as bien raison de le dire, ou utiliser des fonds virtuels sur Zoom, c'est une très bonne remarque. J'ai même vu exactement, avec le logo de la société, on peut même passer des messages dessus. Et tu as tout à fait raison, Nicolas. Très bonne, excellente remarque. Et en plus, voilà, sur Teams, ça existe. Hein, ils ont même ces Teams, ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps. Tu vois, même des outils Microsoft qui sont à la page. Mais effectivement, sur Zoom, hein, d'ailleurs, qui va devenir une sorte de référence de la réunion virtuelle. Mais clairement, ça va mettre une loupe là-dessus. La réunion digitale, hein, je vais en parler, ça va être un sacré enjeu. Donc forcément, il faut s'entraîner déjà à le faire. Qu'est-ce qui se passe en rendez-vous et tout checker. Voilà. Et puis bien sûr, il va falloir faire des situations difficiles, pas les faciles. Hein. Il va falloir s'entraîner sur la résistance, le rejet, les situations pas claires, l'ambivalence, le prix, la concurrence, les relations tendues, les retards, les plaintes. Et bien sûr, il va peut-être falloir parler de cash. Parce que clairement, je pense que les commerciaux, leur boulot, c'est aussi d'aller chercher le cash en douceur. Ou pas en douceur d'ailleurs. Mais clairement, on sait qu'il y a un sujet et tout le monde s'énerve de la guerre. Et puis, à quelle fréquence? Bon, j'ai pas, voilà, plus que maintenant, la plupart des vendeurs et leurs managers ne pratiquent jamais. J'ai bien dit jamais. Très clairement, je vous invite à réfléchir à ça. Je fais une petite pause là-dessus hein, pour que ça infuse bien. Alors, Rémi, je garde ta question pour un peu plus tard. Elle est excellente. Elle est excellente. Oui, tout à fait. Rémi me pose la question, comment convaincre le prospect d'engager un processus d'achat à distance? On va en parler juste après, Rémi, je vais y revenir. C'est une très bonne question. Je pense qu'on est tous là. Donc, effectivement, l'entraînement, c'est une vertu cardinale. Alors, quel est l'autre intérêt, d'après vous, en tant que manager ou dirigeant, de faire des entraînements dans cette période? De commencer à… exactement, Frédéric. Merci, Frédéric. C'est génial. De motiver les équipes. Au début, on n'avait pas dit que c'était facile hein, de travailler sur l'entraînement. C'est pas très simple. Hein. Personne n'a envie de faire ça. Mais très clairement, à un moment donné, ça a un effet de motivation. Il va falloir retendre les liens. Hein. Très clairement, le fait de se voir par écran interposé, c'est aussi abandonner la solitude et ne pas laisser votre commercial soit toute la journée devoir parler à son mari ou à sa femme. Donc, mettre en place l'entraînement et travailler la motivation par ça c'est vraiment intéressant. Et ça peut être en one-to-one hein, en particulier, hein, ou à trois, ça peut être pas mal, hein, ça marche très très bien. Moi, je l'ai fait avec un nombre d'entre vous qui sont dans cette pièce, ça marche forcément très bien. Donc, il y a un aspect de motivation de l'équipe, exactement, ça n'a que des vertus. Et en tant que manager, forcément, ça va aussi vous aider à prendre la posture qui va bien et à faire monter, à faire des héros de la vente et non plus être obligé parfois de faire celui qui sauve la situation et d'être le héros hein, qui fait que la situation est signée de gros deal. Donc, se créer un entraînement, il va falloir s'entraîner à ces situations de vente à distance. Le secret 2, pour ceux qui ne connaissent pas, une petite répétition pour ceux qui connaissent, c'est ma fameuse pyramide. Alors, ma pyramide, qu'est-ce qu'elle dit, ma pyramide? Elle dit qu'effectivement, dans l'entreprise, il y a des outils stratégiques. Des outils stratégiques qui reposent sur l'utilisation de l'état d'esprit des équipes, d'outils et compétences. L'outil stratégique, ce sont des euros. Une part de marché, un chiffre d'affaires, la croissance, peu importe. En dessous, pour y arriver, il y a des actions. Les actions amènent aux euros. Le bon nombre d'actions, donc tant de coups de fil, tant de rendez-vous, tant d'heures à parler aux clients, tant de conversations, le pourcentage, le temps de conversation qui passe aux actions, tant d'affaires qui passent de prospect à faire une proposition. Voilà. Ça, ce sont des métriques. C'est de la tactique, c'est des actions. Voilà, ça amène au résultat final. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des actions de vente.
Quand on est au téléphone, quand on laisse des messages, quand on prend rendez-vous, quand on est dans le rendez-vous, quand on est dans la discussion avec le client, quand on est dans la relance, c'est la façon de le faire, qui fera en sorte que ça se passera bien. Parce que faire tout un tas d'actions mal faites, ça oblige à multiplier les actions, alors que peut-être il faudrait juste faire les bonnes et les faire bien. Et ce que je partage, c'est que souvent ce que je constate, c'est que le niveau d'exigence, je vais vous montrer ici, souvent le niveau d'exigence est très fort sur le résultat final et faible sur le niveau, et le niveau d'indulgence faible sur le résultat. Mais en fait, en réalité, ça c'est souvent la situation qui se passe. Souvent, il y a une très forte indulgence sur les basiques de la vente, sur l'art de la conversation avec le client. Et je vais vous montrer que moi, ce que je préconise, et je vous pose la question, et je vais vous le montrer là, l'exigence, elle doit être très forte sur les basiques. Si les conversations sont de qualité, si les silences sont de qualité, si le ton avec lequel est posée la question est de qualité, si la prospection téléphonique est de qualité, avec les bons mots, avec les bonnes questions, si les objections sont traitées de la bonne façon, les actions se passeront bien, c'est une évidence. Et les résultats suivront. Et pas l'inverse. Ce n'est pas en mettant la pression sur les euros qu'on obtient des résultats. C'est en mettant la pression sur les comportements pour corriger les erreurs et éviter les fautes. J'y reviens juste après parce que j'arrive à ma liste de 8 et je n'ai pas oublié de bonus pour vous. Donc, je vous répète, évaluer, mettre à jour votre message. Augmenter la portée de votre message en parlant des problèmes de vos clients, qui sont les 4 cités tout à l'heure. Réduire les coûts, réduire les dépenses superflues, réduire les risques, et puis le mimétisme. Voilà, faire comme tout le monde. Il va falloir simplifier la vie de vos clients et simplifier les processus d'achat et la façon d'acheter, donc en donnant toutes les informations possibles et imaginables pour que ça aille le plus vite possible. Travailler sur la clarté de ce que vous offrez. 4. Jouer sur l'émotion. Il va falloir travailler sur... alors, Mickaël, maintenant que tu dis des actions, on va y revenir si tu veux. Jouer sur l'émotion de vos clients. Il va falloir avoir des histoires à raconter, des histoires humaines, des histoires qui parlent de sujets que vous avez traités, mais pas de façon théorique, la façon de simplifier la vie des gens et quel impact sur vos donneurs d'ordre et vos acheteurs. Il va falloir également avoir des conversations qui parlent de l'impact personnel de faire ou pas faire telle ou telle action. Jouer sur l'émotion. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de ne plus avoir à faire ça? Ou si vous étiez équipé de telle façon? Voilà une bonne question à poser à un client. Et si demain vous aviez ça, comment ça vous changerait la vie? On espère bien qu'il dira, bah oui, ça me changera la vie, ça me simplifiera la vie. Faire preuve d'une réelle empathie. Et donc là, vous le savez, là, on va travailler le questionnement. Donc forcément, en ce moment, tant qu'on est dans cette période un peu bizarre de ce que j'appelle la période qui est au milieu de l'œil du cyclone, c'est Jérôme, je ne sais pas si Jérôme est là, qui m'a donné cette idée l'autre jour. Effectivement, si vous savez, dans l'œil du cyclone, eh bien, l'œil du cyclone, il n'y a pas de vent. Ça ne bouge pas. C'est un peu ce qui nous arrive. Par contre, là, bientôt, on va ressortir. Et là, par contre, les vents vont être forts. Bon, moins 8% de PIB. Effectivement, ça va se couler. Donc, là, pour l'instant, tant qu'on est dans cette phase un peu intermédiaire, vouloir vraiment créer du contact, créer du lien, prendre des nouvelles avec vos clients, avoir des conversations humaines sur comment se portent vos prospects, comment vous pouvez les aider. On se construit un portefeuille. On n'est pas en train de vouloir... Vous n'êtes pas des morts de faim. De toute façon, il faut être clair que là, ça va être délicat. Et en même temps, il faut toujours être prêt parce qu'on ne sait pas à quelle conversation on peut avoir. Parce qu'il se trouve qu'avoir des conversations en ce moment, on ne sait pas à quoi ça va aboutir quand on a une bonne conversation comme celle-là. Vouloir vraiment comprendre, vous n'êtes pas à l'abri de découvrir que la personne, finalement, il peut aller plus vite que prévu. Il y a tout dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, il y a aussi bien les gens qui ne veulent pas bouger que les gens qui veulent aller très vite. On ne peut pas savoir
avant de décrocher sur qui on va tomber. On n'en sait rien. Donc le tout, c'est en posant la question et en étant à l'écoute, vous trouverez telle ou telle situation et vous devrez interagir en fonction. Et il faudra préparer toutes les réponses à toutes les élections possibles. Ça, c'est une évidence. Il faut tout écrire. Et puis, bien sûr, il faudra s'entraîner. Faites s'entraîner vos équipes. Exigez de l'entraînement. Je sais que plusieurs d'entre vous dans la salle là, le pratiquent et ont vu les résultats très concrets arriver. Et il n'y a pas le choix. Entraîner les équipes va vous faire grandir, vous, en tant que manager. En tant que dirigeant, ça va changer les choses. Ce n'est plus une option. Ça n'était déjà pas une avant, mais c'est vraiment fondamental d'arriver à mettre ça en œuvre et d'entraîner vos équipes et de voir ce qui se passe. L'entraînement, c'est même au travers de la visioconférence qu'on y reviendra. Puis enfin, voilà, exiger que les comportements basiques de vente soient parfaits. Il faut avoir des conversations, en tout cas de tendre vers ça. Je fais un distinguo entre erreur et faute. L'erreur, on a le droit de la tolérer. C'est un commercial qui va se tromper de la façon dont il pose une question. Imaginons qu'il pose une question fermée. C'est une erreur, ce n'est pas un problème. Avec de la formation et de l'entraînement, eh bien, ça se corrige. À l'inverse, la faute, là, c'est quelque chose qui a déjà été répété, sur lequel les personnes s'est déjà engagées, et là, potentiellement, là, il y a sanction. Voilà. L'entraînement permet de corriger les erreurs, les fautes, elles doivent être sanctionnées. Et le problème, c'est qu'à force de tolérer certains comportements, ce que vous tolérez, ce que vous permettez, vous l'encouragez. La conséquence, ça va être ça. Et là, je parle bien des fautes, pas des erreurs. Les erreurs, c'est normal. Tout le monde a droit à l'erreur. Ok. Alors, je vais revenir à… Là, si tu veux, j'ai encore 2 bonus. Je voulais partager, mais Mickaël, tu peux préciser ta question sur les actions. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui. C'était juste la diapo d'avant, les actions. Je voulais juste bien cerner la différence entre les deux niveaux, les compétences et la différence entre les deux, quoi. C'était la diapo d'avant. Ah oui, sur la pyramide. Oui, sur la pyramide, voilà. C'était sur celle-là. Alors, en fait, le distinguo, effectivement, c'est… Il y avait euro, action, et puis l'autre, le troisième, je me rappelle plus. Action, geste. En fait, les euros, c'est votre résultat final. Que ce soit un chiffre d'affaires, une signature, un contrat, c'est une somme de quelque chose. Pourcentage, peu importe. Mais c'est le résultat final. Comment on est arrivé à là? C'est la somme d'actions qu'il a fallu avoir. Donc, pour arriver à et là, on le sait d'ores et déjà, pour arriver à avoir un résultat que vous aviez avant, il faudra passer plus de coups de fil qu'avant. Donc, ce serait, par exemple, passer de 25 numéros de téléphone composés par matinée, j'en sais rien. Ce serait 10 visites par jour. Le jour, on pourra faire des visites, ou 5 visites virtuelles, ou etc., etc. Là, ce sont les actions, ces activités, ça se calcule. Mais en fait, maintenant, ce qu'il faut vérifier, moi, ce que j'insiste toujours, c'est le basique, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que quand elles sont faites, ces actions, elles soient de qualité. La qualité dans l'action, c'est là où il faut être exigeant. Vous deux, pour emmener vos clients à avoir des conversations intelligentes, imaginons pour accélérer. Et c'est le contenu de l'acte. Le contenu de l'acte, exactement. Vous savez, je n'arrête pas de le répéter, mais bon, tant pis, je radote, mais c'est aussi pour le bien de tous et toutes. Le détail du mot. Les mots que vous utilisez construisent le monde qui vous entoure. Effectivement, et ça donne des repères d'activité. Il faudra donner des repères. Il faut donner. Je vois qu'il y a. Alors, je ne sais pas qui est Bontoff, mais un message que c'est Christophe, ça. Christophe. Voilà, salut Christophe. Effectivement, il faut donner des repères d'activité et en même temps, il faut vérifier que ce soit bien dit, que ce soit bien fait. Ok. Et voilà. Après, je vais aussi quand même vous parler quand même de 2 choses. Pour moi, c'est des petits bonus que j'ai rajoutés dans cette présentation.
vous pouvez interagir, hein, mais pour un certain nombre d'entre vous qui ont effectivement, et je reviens sur la question de Rémi. Rémi m'a posé cette question. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux, hein, Rémi. Hein. Comment convaincre les prospects d'engager un processus d'achat à distance? Oui, clairement, nous, sur notre marché, c'est la principale problématique qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous repousse les échanges à une hypothétique sortie de confinement voilà, dont on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire. Donc, du coup, on n'a pour le coup vraiment aucune visibilité. Voilà. C'est la principale problématique qu'on a aujourd'hui. Alors, on a mis en place plein d'outils, notamment avec Google Meet et autres. J'ai formé justement les commerciaux sur comment faire des conférences et des visios à distance. On a créé les petits bureaux virtuels. Enfin, on a fait pas mal de mise en place. Le problème, c'est que les gens ne suivent pas et nous disent plus tard. Ok, alors on va imaginons que tu es un client comme ça. On est en train d'avoir une discussion, Rémi. Toi, tu es un client et moi, je suis un de tes commerciaux. Ouais. Ah. Tu m'entends? Ouais. Ok, dis-moi ce que disent les clients globalement. Qu'est-ce qu'ils disent à un moment donné dans la conversation? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas du tout le moment. Aujourd'hui, on n'est pas au bureau. On ne sait pas du tout comment on va reprendre les activités. Donc, pour l'instant, alors sur notre marché à nous en plus, pour l'instant, le comité d'entreprise, c'est pas le sujet. On verra après. Donc, on a cet inconvénient-là où on a nous des cibles qui ont deux casquettes, celle du salarié et celle de l'élu de CE. Donc, du coup, tant qu'ils n'ont pas de visibilité sur celle du salarié. Prends ta casquette de responsable CE et moi, je suis un de tes commerciaux. Alors, après, on peut prendre il y a la période de maintenant et la période d'après, c'est ça. Alors, je me doute, imaginons, on va le jouer. Hein, mais Rémi, je me doute bien, vous êtes responsable CE et que on est d'accord, on est tous là, tout le monde se pose plein de questions et l'incertitude, on y est. Mais si on fait abstraction de tout ça, de la crise qu'il y a, parce qu'effectivement, de toute façon, on sait que ça va durer un certain temps et qu'il y aura des répercussions. Quel était avant qu'il y ait tout ça, quel était le sujet, quelle était votre priorité numéro un par rapport au sujet des vacances aux salariés et des prestations qu'offrait le CE? On devait étudier les différents prestataires du marché pour se faire une idée et voir dans quelle direction on partait. Mais aujourd'hui, tout a été ajourné du fait qu'on n'a pas les moyens et la possibilité d'étudier les différentes offres et qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va reprendre. Ok. Mais pourquoi vous l'aviez lancé, cette consultation? On n'avait pas les outils aujourd'hui qui nous permettaient de communiquer auprès des salariés. Là, je joue le client qui a un besoin. Ouais. Mais si tu es dur, hein, tu peux être celui qui a… Tu peux être raide, hein, sois raide avec moi. Hein. Tu as le droit. Non, mais prenons même le cas justement du client qui avait le besoin. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, on doit étudier, on a une casquette CHSCT qui va nous obliger à aller vérifier et mettre en place certainement des procédures. On n'a pas d'informations, donc on ne sait pas trop comment on va faire. Donc, c'est clairement aujourd'hui pas le sujet dans l'entreprise. D'accord. Et qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis, Rémi, pour qu'on puisse se voir? Parce que nous, on a monté… Tous mes clients nous disent ça, effectivement, mais chaque jour, j'ai 3 réunions à distance avec des responsables CE pour vous donner l'information, pour être prêt le moment venu. Qu'est-ce qui vous freine encore? C'est pas le moment. D'accord. Quand est-ce que ce sera le bon moment? Après le confinement. Quand les activités auront repris, on pourra, quand on aura de la visibilité en tant que salarié. Ah, mais là, il faudra s'occuper de plein de choses. En le faisant maintenant, on a là potentiellement, vous serez prêt plus vite à redémarrer, vous aurez plus d'informations données. Mais parce que bon, dans l'absolu, d'après vous, ils auront besoin de quoi vos salariés quand ils vont revenir? Il va me vendre une solution. Non, comme ça. En fait, j'ai plus la sensation qu'il y a ce côté très animal en fait de l'incertitude qui fait que du coup il y a un blocage qui n'est pas forcément expliqué. Et du coup, on a un répondant qui est assez fermé finalement. On en a par exemple qui nous disent attendez, moi je suis en chômage partiel. On leur dit justement c'est le moment d'en profiter justement d'étudier des solutions. Ah non, mais moi c'est chômage partiel. Pour l'instant, on va pas s'occuper de ce genre de sujet là quoi. C'est assez animal comme réaction.
Ouais, je me doute bien que votre esprit est pas totalement libéré. Alors Frédéric dit jouer l'émotion. Effectivement, je me doute bien que votre esprit n'est pas totalement libéré. Et ben, on en est tous là. Là, on a quand même des perspectives. Là, bon, on peut raisonnablement estimer qu'à partir du mois de juin, ça va recommencer à être un peu plus normal, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qui vous freine? C'est pour ça, revenez vers moi au mois de septembre. On aura plus de visibilité. Bah, je me doute bien, je me doute bien qu'on pourrait le faire, mais quand on a discuté tout à l'heure, vous me disiez que vos salariés étaient quand même, vous aviez lancé des consultations pour mieux les servir, parce que bah, vous aviez eu des remontées, voilà. Et qu'est-ce qui aura changé en septembre, d'après vous? Comment ils pourraient percevoir que votre action immédiate pourrait les aider, par exemple, à passer des meilleures vacances, à obtenir les meilleurs prix pour leur séjour, pour aller prendre l'air? Déjà, on saura si on est déconfiné, parce que peut-être qu'en septembre, on ne le sera pas, et du coup, ça reportera peut-être à janvier, je ne vous garantis rien. Bon, là, effectivement, bon, là, voilà. Non, mais aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas. J'ai Bon. pas de baguette, ouais. J'ai pas de baguette magique, de toute façon, pour ça. Non, j'entends. Mais j'essaierai de revenir sur la discussion jusqu'à temps peut-être d'arriver au mur. Hein. Peut-être que je vais arriver au mur et peut-être que j'arriverai jamais à te convaincre de. Voilà. Après, peut-être. Et si je vous disais qu'on y passera seulement un quart d'heure pour que vous ayez, je vous partager un retour d'expérience de tout un tas de CE comme vous et leurs enjeux pour vous préparer à la reprise, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais j'entends cette insistance. C'est un des défauts que peuvent avoir les équipes commerciales, justement, à lâcher un peu trop tôt par empathie, justement. C'est-à-dire, en gros, la sensation de gêner, la sensation que la période n'est pas propice, et du coup, les commerciaux lâchent un peu trop tôt, ils n'osent pas y aller, en fait. Alors, là, moi, tu vois, je ne connais pas tes commerciaux, Rémi, c'est longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ce que je veux dire, c'est que il y a la bonne et la mauvaise empathie. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. La bonne empathie, c'est vouloir comprendre profondément les problèmes du client pour l'aider. La mauvaise empathie, c'est accepter tous ses faux fuyants. Ah, tout à fait. Non, Et ouais, c'est-à-dire que la bonne empathie, c'est bien. Vouloir comprendre ce qui se passe. La mauvaise empathie, c'est être prêt à accepter tous les faux fuyants et ok, on jette, ok, c'est bon. Maman, il veut pas, allez, salut. Je vais pas aller chercher un peu plus loin. D'autant plus que là, pour le coup, la différence peut-être, ils vont plus perdre de temps sur la route, aussi bizarre que ça paraisse. Oui, tout à fait. Oui. Alors, et c'est très intéressant, d'ailleurs, c'est bien que tu sois intervenu, Rémi, parce que tu as formé tes équipes à l'utilisation de la webconf. Tout à fait, c'est ça. Mais c'est super, hein, parce que une fois de plus, il va falloir checker il faut checker comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas un feu de paille, hein, les discussions à distance, et ça va être difficile parce que très clairement, à distance, tout est amplifié. Tout se joue sur le fil du rasoir. Les défauts qui pouvaient se corriger par un sourire, une pirouette, etc. Oui. Avec la visio, là, c'est mort. Hein. On ne pourra plus. Alors, on a réussi à faire une signature en visio. On en a quelques-unes qui sont dans les tuyaux, qu'on a eu, mais c'est vraiment sur des dossiers qui étaient très engagés, qui ont mis les opérations en œuvre pour ne serait-ce qu'organiser une visio avec l'ensemble des collègues. Voilà, des mecs assez impliqués dans le process pour que ça puisse se déclencher. Mais ça reste très, très réduit. Mais c'est réduit, et effectivement, c'est sûr que, mais à mon avis, c'est pas dit que ça se réduise parce que sinon, on va congeler tout pour toujours, quoi, effectivement. Ah, c'est ça. Et si tu les as formés, c'est parce que de la même façon que si on n'est pas commercial, on le devient, et ça, j'en suis archi convaincu, on n'est pas digital, on le devient. Et clairement, voilà, on a tous vu les vidéos de ces réunions où quelqu'un avait laissé sa caméra, et je ne sais plus, c'était un Américain, il était tout nu, ou celui qui est en caleçon, peu importe. Enfin, clairement, la réunion avec le client, ça se passe pas comme ça se prépare. Et on est prêt, on sait comment interagir, on sait checker, et il va d'autant plus important d'aller vérifier que la personne suit. Hein. Donc, il va falloir travailler sur vente à distance et avoir les bonnes conversations. Et d'ailleurs, pour mémoire, pour tous ceux qui me connaissent, hein, dans les rapports OMG, Objectif Management Group, il y a toutes les réponses que vous avez toujours voulu avoir sur les compétences de commerciaux, entre autres la capacité à savoir s'ils peuvent travailler à distance ou pas. C'est en vous.
Donc, il va falloir se former à ça. Alors, d'ailleurs, vous vous dites là, mais quand est-ce qu'il va essayer de nous former, de nous vendre quelque chose, Olivier, hein? Je suis sûr que vous attendez ça. Hein. Je ne suis pas vraiment venu là pour ça parce que je veux vraiment partager avec vous ce sur quoi j'ai réfléchi. Ben, je vous dis quand même, et ça c'est mon dernier slide, que alors je ne sais pas si vous avez vu, mais pour les salariés à temps partiel et dans la mesure de maintien de l'emploi, Guillaume, et Mickaël a posé la question du temps Maxime. En maintien d'emploi, il y a des mesures qui sont sorties la semaine dernière et peut-être, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, jusqu'à 1 500 € financés totalement par l'État. Donc, c'est pris en charge par la directe, en fait, hein, pour être clair. C'est hyper souple. En gros, la directe ne fera aucun contrôle, ne filtrera rien. La seule contrepartie, c'est le maintien dans l'emploi. Et c'est entièrement distanciel. Donc, je ne sais pas qui était au courant ou qui a appris cette mesure, mais pour vos commerciaux en temps partiel, vous avez, il y a un document de convention à remplir. Hein, Yvan, tiens, je te l'ai envoyé ce matin, je crois. Hein, je ne sais pas si je l'ai envoyé à d'autres, mais je vous le partage quand même, hein, et ça peut être l'occasion de solliciter. Je ne sais pas si Delphine, vous avez vu ça. Si tu as vu ça, Delphine, comme tu es DRH, et je ne sais pas si tu es encore là. Je suis encore là, le temps de retrouver mon bouton de micro, pardon. Est-ce que tu as reçu ça, Delphine? Donc oui, effectivement, j'ai reçu ça. Ouais. Mais je ne sais pas si tes commerciaux, par exemple, sont en partiel, mais tu as peut-être d'autres personnes. Non, on a personne en partiel. Ah bah donc, ok, donc vous continuez, donc ok, donc tu n'es pas concerné. Mais effectivement, moi j'ai déjà eu 2 demandes qui sont arrivées et je vais te l'envoyer, Didier, effectivement, je vous l'enverrai a posteriori. C'est vraiment une mesure vraiment intéressante, hein, parce que clairement, là, il y a une manne pour aller préparer. Là, j'ai prévu de former une équipe de vendeuses qui vendent à des pharmaciens plutôt des produits de beauté. Mais effectivement, il va falloir être prêt à ça. C'est l'occasion qui fait le larron en l'occurrence. Et ça va être très, très souple. Voilà, ça va être très, très souple. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'en suis arrivé là. Je vous l'enverrai, bien sûr, tout ça. Moi, je suis prêt à prendre vos questions-réponses, bien entendu. Après, bon, ça, vous me connaissez, hein, tout ça, vous avez, hein, je ne veux pas insister trop là-dessus. Vos questions-réponses, je suis prêt à les prendre. Vous pouvez ouvrir vos micros, avoir votre retour, vos questions, votre avis. Je suis tout à fait ouvert à vos… Voilà. Guillaume, je t'enverrai les docs de prise en charge, effectivement. Hein, tout à fait. Je vous enverrai tous les docs de prise en charge. Si vous avez des questions particulières, tout à fait, l'éclairage de vos activités, je suis intervenu… Voilà. Mickaël me demandait, là, le temps que vous réfléchissez à vos questions, quel temps maxi pour un ayant à distance? Clairement, au-delà d'1 heure et demie, ça, c'est même pas la peine. En physique, c'est déjà énorme. Bon, pour être très clair, je crois qu'au-delà d'1 heure, ça devient délicat. Je n'ai pas de règle d'or, mais du moment où il y a une conversation, j'ai envie de dire, une conversation intelligente, avec des bonnes questions qui font parler la personne, hein, puisque je vous rappelle, les clients ne s'intéressent qu'à eux, vos clients ne s'intéressent qu'à eux, faites-les parler, ils vont trouver ça très intéressant. Pour être intéressant, exigez de vos équipes qu'elles soient intéressées. Pas mal, j'aime bien cet aphorisme, non? Frédéric va de nous quitter, mais effectivement, il remercie, pas de questions particulières. On a abordé avec Frédéric une objection. Alors, Laurent, c'est intéressant ta question parce que avec la visio, moins de risques sur la route, plus de rendez-vous dans la journée, moins de fatigue et les CR de visite. Alors, ouais, ça, c'est un effet de bord très intéressant. Tu as tout à fait raison, Laurent, dire ça. Pour les commerciaux, il va falloir être vraiment balèze pour trouver des excuses pour ne plus mettre à jour le CRM, pour ne pas le mettre à jour, pour ne pas faire les CR, pour ne pas passer le nombre de coups de fil. Là, ça va quand même être compliqué. Hein. Voilà, parce que là, il y a moyen de faire des tournées virtuelles incroyables. Hein, et à passer des coups de fil. Enfin, si vous êtes sur du client, voilà.
Et voilà, c'est très clair que la machine à excuses va être difficile à réenclencher. Ils vont aussi avoir du mal à vous expliquer que non, ils ne peuvent pas s'entraîner, ils n'ont pas le temps. Mais attendez, là, je crois que là, tu as répondu à la question, Laurent, quand tu dis qu'il y a moins de transport et donc il y a plus de temps pour l'entraînement. Et pour vous, ça, c'est pain béni pour travailler ce qui se passe dans la conversation. Et Mickaël, tu poses la question, mais comment passer l'émotion à distance? Très clairement, ça va dépendre des questions qui sont posées. Et c'est l'émotion humaine. Alors, il va falloir, est-ce que je suis un peu perturbé parce que Nicolas il me fait des blagues dans le chat, il me dit que je peux faire intervenir mon garçon, mais effectivement il ne voulait pas venir parce qu'il avait peur de vous.